Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. On continue la série de vidéos qui vous montre un petit peu ce qu'il y a dans les cours de l'artiste autodidacte avec un des cours de communication visuelle de ce niveau 1. Donc encore une fois, c'est juste un cours parmi tant d'autres. Et dans ce niveau 1 de communication visuelle, on va se concentrer principalement sur le fait de développer sa librairie visuelle. Et je vais aussi profiter de ce niveau-là pour définir ce que c'est que le design et ce que c'est que la communication visuelle. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du mardi. Dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Et dans cette vidéo, on va faire un petit test de dessin pour commencer ce cours de communication visuelle. Parce que pour travailler sa communication visuelle, il faut déjà commencer par identifier nos points forts et nos points faibles en dessin. Donc là, ça va nous permettre de faire ça. Donc je vais mettre un timer de 30 secondes pour la plupart des exercices. Donc vous pouvez les faire en direct donc. Mais vous verrez, au début ça peut sembler un peu compliqué en 30 secondes, mais 30 secondes c'est à la fois court et long. Donc vous pouvez quand même réussir à mettre un petit peu de détail ou à dessiner les choses précisément. Donc griffonnez pas n'importe comment, essayez de faire les choses le plus précisément possible et puis bon, on verra où vous en êtes au bout de 30 secondes. Donc on va commencer, donc je vais vous demander de dessiner un arbre pour commencer. Le minuteur est parti. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, fini. Alors, ensuite, deuxième étape, il va falloir dessiner 5 autres arbres différents. C'est parti, là je vais mettre 2 fois 30 secondes. « 10, 5, 4, 3, 2, 1, fini. » Voilà, donc je vous laisse vous reposer un tout petit peu et on va bientôt passer au nouvel exo. Donc il va falloir dessiner un outil en 30 secondes. « 10, 5, 4, 3, 2, 1, fini. » Voilà, ensuite, on va passer au dessin suivant avec une perceuse. 30 secondes également. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, fini. On va passer au sujet suivant, une fourmi en 30 secondes. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fini. » Voilà, ensuite on va passer à un autre sujet,
Une araignée. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Plus que deux sujets. Donc là, les deux derniers sujets, on va les faire plutôt en 1 minute. Histoire de vous laisser un petit peu plus le temps et de faire ça de la manière la plus précise possible. Alors, le nouveau sujet, c'est une maison. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le dernier sujet pour ce petit exercice, une maison abandonnée. C'est parti. Dix secondes. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Alors maintenant je vais vous laisser juste quelques petits instants, mais après là vous pouvez faire pause si vous voulez, juste histoire de corriger un petit peu vos dessins avant de passer à la suite. Donc je vous laisse faire pause maintenant. Donc voilà, vous êtes revenu de votre pause. Et donc en fait, comme vous avez peut-être deviné au fil des sujets que je vous ai proposés, ce sujet n'était pas tant un sujet de dessin qu'un sujet de librairie visuelle. Donc qu'est-ce que c'est que la librairie visuelle? C'est toutes les images que vous avez déjà dans la tête et que vous êtes capable de retranscrire assez clairement sur le papier. Donc certainement que vous avez pu poser des formes globales, après pour le détail c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc on va revenir un petit peu sur les différents sujets et voir un petit peu quelques pistes de réflexion là-dessus. Donc déjà sur les arbres. D'abord le tout premier arbre, c'est celui-ci qui est le plus crucial en fait. À partir du moment où je vous dis 5 autres arbres différents, je pense que ça a fait pour beaucoup un petit déclic dans la tête sur ah bah oui, il y a plein de formes d'arbres différents. Parce que de base, on a une idée de ce qu'est un arbre, mais en fait, qui est-ce qui a dessiné là-dedans un saule pleureur ou un arbre d'une mangrove ou un baobab ou un baobab certainement plus gonflé comme celui-là. Donc peut-être qu'il y en a qui ont dessiné des arbres un peu plus comme ça, hein, mais je pense que pour la plupart, l'arbre que vous avez dessiné, c'était certainement une sorte de variation sur un tronc et puis un feuillage un peu comme ça quoi. Donc soit en boule, soit un peu plus large, soit un truc peut-être avec un tronc un peu plus tordu ou quoi. C'est possible. D'ailleurs, tout est possible, hein, ça se trouve, il y en a vraiment qui ont dessiné ce que je vous montre là. Mais je pense que pour la plupart des gens, on a plutôt une sorte de variation sur un tronc relativement droit et des feuilles au-dessus. Après, par contre, quand j'ai dit 5 arbres différents, peut-être qu'il y en a qui ont pensé au baobab, au palmier, peut-être, à l'arbre de mangrove ou au saule pleureur. Mais avant ça, je pense que vous aviez une idée bien préconçue de ce qu'était un arbre. Avant d'avoir la petite pointe d'imagination posée en plus par le deuxième sujet.
Ça dit quelque chose. C'est qu'il faut creuser les sujets et se creuser la tête, quel que soit ce qu'on vous demande, il y a toujours des moyens un peu détournés de le faire. Pas forcément détournés, mais plus riches de le faire. C'est aussi pour ça que les recherches, c'est important pour avoir une meilleure idée de ce qu'est la diversité de ce qu'on trouve dans la nature. Ensuite, dans les outils, il y a de grandes chances que les premiers outils que vous avez dessinés, c'était plutôt une sorte de marteau ou de tournevis. C'est un truc assez connu. Quand on demande aux gens de penser d'abord à la couleur rouge et qu'après on leur parle d'un outil, ils vont penser à un marteau. Donc peut-être qu'il y en a qui se sont cru malins en prenant une tournevis ou une pince coupante ou une clé à molette. Mais qui a pas pensé par exemple à une ponceuse? Qui a pensé à cet outil-là dont je sais même pas exactement ce qu'il fait? Ou tout ce genre d'outils, ou la perceuse comme j'ai dit après, ou des scies circulaires, ou des tronçonneuses, ou des trucs comme ça. Tout ça c'est des outils. Même à la rigueur, on pourrait penser une fourchette, une cuillère, c'est un peu des outils aussi. Enfin, on est les êtres humains, on est les rois des outils. C'est nous qui avons inventé les outils qu'on va trouver dans le monde actuel, et c'est ce qui nous différencie de la plupart des autres animaux. Il y a des animaux qui utilisent des outils, mais la plupart du temps, c'est pas du tout au niveau de ce que font les humains. En tant qu'espèce, on a beaucoup développé les outils, donc il y a énormément d'outils différents. Mais par contre, ce qu'on va penser naturellement, c'est plutôt marteau, tournevis, clé à molette à la rigueur, parce que c'est les outils qu'on voit quand on est enfant en fait. Et notre librairie visuelle, elle se développe beaucoup quand on est enfant. C'est le moment où on découvre le monde, où on apprend des choses sur l'univers. Et donc on va étudier les choses qui existent autour de nous visuellement à ce moment-là. Après, on va plutôt y penser de manière intellectuelle. À partir du collège, surtout, on va couper complètement la librairie visuelle et on va surtout penser matière scolaire vraiment. Donc des maths, du français, de l'histoire, de la géo, tout ce qui va nous permettre d'avoir notre bac et qui va nous permettre après de faire des études supérieures potentiellement pour avoir un boulot. Enfin bref, tous ces trucs-là. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à avoir une librairie visuelle relativement pauvre, surtout s'ils se sont vraiment arrêtés de consommer en plus du divertissement, des livres, des jeux vidéo, des BD, des films à cette époque-là. Ou qui se sont recroquevillés sur un style, ce qui est possible aussi. On a pas mal de gens par exemple qui vont lire qu'un seul type de bande dessinée par exemple, qui vont regarder qu'un seul type de film, et qui ne vont plus du tout s'intéresser au monde qui les entoure. Alors c'est pas vrai dans tous les endroits où on vit, la plupart du temps en ville, la librairie visuelle va être un peu moins développée qu'à la campagne, on a plus de choses à regarder du monde qui nous entoure à la campagne, mais c'est encore une fois des grandes généralités, puisque il y a tout un tas de cas différents, hein, évidemment. Donc ensuite pour les fourmis et l'araignée, une grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment été précis sur vos observations? Je pense que pour la plupart, vous avez bien placé au moins le bon nombre de pattes, genre pour une fourmi un truc comme ça, et pour une araignée, tac tac tac, un truc comme ça. Mais est-ce que vous avez vraiment bien placé les pattes? Est-ce qu'il y a bien le bon nombre de segments de corps? Par exemple, la fourmi, elle va avoir une tête, un thorax, un abdomen, et les pattes vont s'accrocher sur le thorax. Toujours. Quelle que soit l'espèce de fourmi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et sur la plupart des insectes, c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'était tous les insectes, j'ai pas une connaissance de tous les insectes, donc je veux pas être affirmatif là-dessus. Mais en tout cas, la plupart des insectes, ça fonctionne comme ça. Et par contre, les araignées, ça ne fonctionne pas de la même manière. Les araignées, elles ont ce qu'on appelle un céphalothorax. Donc c'est la tête combinée au thorax. Et c'est là-dessus que les pattes s'accrochent. Et après, il y a un abdomen. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir assez souvent. On va voir la fourmi, même s'il y a le bon nombre de segments, genre on a quand même bien hop, la tête, on a quand même bien le thorax et l'abdomen. Et par contre, on va peut-être avoir deux pattes qui vont être accrochées sur le thorax et deux pattes qui vont être accrochées sur l'abdomen. Ou carrément avoir juste une tête, une deuxième partie, et puis toutes les pattes qui sont accrochées dessus. Et ça, c'est pas possible. Du coup, si vous voulez dessiner après une créature qui sera inspirée d'un insecte, forcément, il va y avoir des erreurs qui vont pas fonctionner dans ce genre de design. Donc c'est le genre de truc qu'il faut vraiment étudier, et étudier à fond, et quand vous dessinez une créature, renseignez-vous sur le vivant, quoi, sur les créatures existantes. C'est vraiment super important. Parce que vous allez remarquer qu'au final, vous en connaissez assez peu sur le monde qui nous entoure. Et c'est pas de votre faute, c'est tout le monde, hein. Personne connaît vraiment bien le monde qui l'entoure. À moins de l'avoir vraiment étudié en profondeur pendant plusieurs années, quoi. Et encore sur des domaines précis, parce que aussitôt qu'on sort de ce domaine, c'est beaucoup plus difficile. Mais en tant qu'artiste, si vous avez des sujets de prédilection, renseignez-vous à fond dessus. Vraiment la façon dont ça fonctionne visuellement, on va en reparler pendant tout ce cours de communication visuelle. Et enfin pour la maison et la maison abandonnée, déjà ne serait-ce que pour la forme, qui a pensé à ce genre de maison avec deux pointes là? Une première pointe ici et une pointe ici. C'est pourtant pas une maison qui est extraordinaire en fait.
en termes de design. Il y a des choses qui sont bien plus fantaisistes que ça, ou des choses qui sont pas vraiment dans l'image d'Épinal qu'on se fait d'une maison. En général, maison, on pense, un truc comme ça, avec une certaine profondeur, comme ça en fait. Tac. Ça va être la maison typique. Donc là, c'est encore, il y a de la perspective. Potentiellement, c'est juste ça avec, hop, une fenêtre, avec des fois des grosses fenêtres. Les proportions sont rarement justes. Et peut-être une cheminée et de la fumée qui en sort, quoi. Alors que les maisons, si on prend toutes les maisons qui ont été inventées par différents architectes pendant les siècles passés, il y a des formes qui sont assez incroyables. Donc là, j'ai pris des maisons volontairement relativement standards, mais vous voyez qu'elles sont quand même relativement particulières. Celle-ci, donc avec ses deux pointes, et puis le fait qu'il y a un renfoncement. Là, on a quand même une partie qui va vers l'avant. Une partie qui est un peu plus derrière. Il y a des arbres devant, des trucs comme ça. Donc évidemment, en 30 secondes, en 1 minute, vous pouviez pas faire quelque chose de si détaillé. Mais rien qu'en termes de forme, est-ce que vous aviez vraiment une forme de maison originale? Et après là, la maison abandonnée, pour le coup, elle a vraiment un design de maison classique, mais par contre, vous voyez qu'elle est au milieu de l'eau, donc c'est encore une spécificité particulière. Et après, il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'une maison a l'air abandonnée. Vous pouvez reprendre la même maison, mais peut-être avec les volets clos, ou même, il y en a souvent des maisons qui sont scellées avec des parpaings pour boucher les fenêtres, ou des maisons où toutes les vitres sont cassées, la peinture qui est décrépite, le toit qui est pas réparé, enfin voilà, tout un tas de trucs. Et là, on a tous les oiseaux aussi qui viennent profiter un peu de la fête, quoi. Et donc si on combine toutes les formes de maisons existantes avec la manière dont va se comporter une maison abandonnée, il y a aussi la végétation qui peut pousser dessus. Ça peut être abandonné pour plein de raisons. Il peut y avoir, une crise économique, il peut y avoir une crise écologique, il peut y avoir une invasion de zombies. Donc le pourquoi va aussi changer pas mal de choses sur le visuel de la maison. Et donc c'est tout ce genre de trucs qu'on va voir dans ces cours de communication visuelle, où on va apprendre, comme le nom l'indique, à communiquer visuellement avec des dessins. Donc voilà pour ce petit test qui sert aussi d'introduction au cours de communication visuelle. J'espère que ça aura commencé à vous éclairer sur ce qu'est la communication visuelle. Et on va creuser le sujet avec les vidéos suivantes. A tout de suite.